Bonsoir l'économie, c'est parti pour ce soir. Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à nous suivre partout. Vous vous retrouvez partout dans le monde. Vous nous suivez sur YouTube, sur la page ou la chaîne de télévision Bossolo la politique, Bossolo économie. Nous allons nous intéresser à une actualité très importante dans les secteurs économiques, notamment nous allons partir dans les secteurs des hydrocarbures, où l'organisation environnementale Greenpeace a invité le mardi 19 juillet dernier les majors du pétrole et du gaz à s'abstenir d'acheter des droits sur les 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers mis aux enchères par les autorités de la République démocratique du Congo afin de protéger la biodiversité. Ça, selon un communiqué publié par Greenpeace, alors que ces appels d'offres pour l'attribution des droits sur les blocs pétroliers ont été lancés ce jeudi 28 juillet 2022 par le président de la République, Félix Tshisekedi. Quel danger présentera l'exploitation du pétrole sur le bloc pétrolier se trouvant dans la zone des zones protégées? Nous allons en parler dans cette émission, mesdames et messieurs. Nous allons encore nous intéresser aussi à une actualité très importante. Le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, avait annoncé le même mardi 19 juillet dernier la suppression des taxes à l'import-export sur toute l'étendue du pays. Il a fait cette annonce au cours même d'une conférence de presse conjointe tenue avec son homologue de la communication immédiate, Patrick Mouyaya. Certaines personnes ont en outre souhaité que les taxes supprimées soient vulgarisées pour une bonne information des opérateurs économiques à travers le pays. Qu'est-ce que cela pourra apporter comme impact sur le quotidien des Congolais et comment aussi parvenir à réduire le prix de produits des premières nécessités qui sont importés en République démocratique du Congo? Deux sujets ce soir, nous allons les aborder avec un invité, Monsieur Hassan Makombo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste de formation, économiste de formation en économie de développement, chercheur en économie, spécialisé en économie internationale et puis macroéconomie. Et puis vous êtes étudiant et chercheur en philosophie. Exact. Je pense que je vous ai bien présenté. Avec vous, nous allons aborder ces sujets. Mesdames et messieurs, à vous également, bienvenue dans cette émission. Je l'ai annoncé tout à l'heure, le président de la République a lancé ce jeudi 28 juillet l'appel d'offres des blocs pétroliers, alors qu'une organisation environnementale, Greenpeace, avait invité le gouvernement de la République ou avait invité les majors du pétrole et du gaz à s'abstenir de pouvoir souscrire à ces blocs pétroliers ou à l'attribution de ces blocs pétroliers. Est-ce que cela pourra apporter un danger dans l'exploitation du pétrole en République démocratique du Congo? Avec vous, monsieur Hassan, bloc pétrolier, on a lancé l'appel d'offres. Comment est-ce que vous trouvez cette initiative du gouvernement congolais? Bon, c'est une très bonne initiative d'abord, parce que, vous savez, notre gisement pétrolier, actuellement, là, nous n'utilisons que 4%, alors que nous en avons beaucoup presque partout dans les pays. Et avec la crise actuelle, notamment ce qui se passe en Russie et en Ukraine, ouais. Et comme actuellement nous sommes dans une sorte d'une économie mondialisée, cette crise impacte presque tout le monde entier. Alors nous, pour faire tourner notre économie, nous avons besoin de pétrole. Et alors que le bon Dieu nous a donné ici... Nous avons toutes ces ressources ici au pays. Exact. Alors voilà pourquoi l'État a pris cette option. En fait, ce n'est pas vraiment une vente, mais c'est une sorte de partenariat entre l'État et les différentes entreprises qui vont souscrire et exploiter les blocs pétroliers. Ce n'est pas une vente, c'est juste un partenariat. D'après les conseils du ministre de l'Hydrocarbure, il avait précisé que ce n'est pas une vente. C'est juste un contrat de partenariat. C'est un partenariat gagnant-gagnant, voilà. Ou c'est un partenariat... C'est-à-dire qu'ils vont venir, ils vont exploiter, et puis les revenus que ça va engendrer, ça sera partagé entre
l'État congolais et les différentes entreprises. Et l'État congolais pourra avoir quel pourcentage? Bon, jusque-là, je n'ai pas vraiment les précisions parce qu'en suivant le ministre n'a pas vraiment précisé. Il a juste donné les montants qu'il va donner par rapport à l'exploitation de ces blocs pétroliers. Il parle d'un chiffre aux environs de 2000 milliards de dollars. Ça, c'est les chiffres attendus. Ça, c'est les montants que le gouvernement congolais attend. Nous allons en parler plus tard. Okay. Pourquoi, depuis tous ces temps ici, on a attendu seulement maintenant pour lancer l'appel d'offres, alors que cette initiative ou ces projets, ces contrats, ces partenariats est prévu dans la loi sur les hydrocarbures, laquelle loi a été d'ailleurs publiée en 2015, okay, sous le régime de Joseph Kabila. Et il faut attendre 7 ans après pour que nous puissions commencer un début d'une exécution de cette loi avec le partenariat. Parce qu'avant, il n'y avait pas le contrat de partage de production. Okay. Mais aujourd'hui, on parle quand même de partage de production. C'est quand même une nouveauté, une réforme que cette loi de 2015 a apportée dans les secteurs des hydrocarbures. Pourquoi attendre qu'aujourd'hui? C'était un problème de leadership? C'était un problème de volonté politique? Bon, moi, je pense que c'est un problème de volonté politique et de choix aussi politiques. Parce qu'à l'époque de l'ancien président Joseph Kabila, je pense que rien ne l'empêchait de lancer l'appel d'offres pour exploiter les blocs pétroliers parce que c'est vraiment une manne qui regorge beaucoup d'argent. Et puis, en exploitant ces blocs pétroliers, l'argent que ça va générer, ça sera vraiment une bonne chose pour les pays. On peut prendre cet argent et l'affecter dans les différents secteurs. Mais quand l'ancien président n'a pas eu l'initiative d'exploiter ces différents blocs pétroliers, je pense que c'était un problème de choix politique. Alors que le pays avait 4 milliards de dollars et que les blocs pétroliers pouvaient engendrer beaucoup. Oui, mais puis il faut reconnaître aussi que les blocs pétroliers, ça demande beaucoup d'argent pour les exploiter. Okay. Parce que je ne sais pas si vraiment l'actuel gouvernement a fait vraiment des recherches très avancées. Parce que si je vous donne par exemple le cas du Venezuela, en termes de réserves, le Venezuela vient en premier lieu, suivi de l'Arabie Saoudite. Mais vous allez remarquer que le Venezuela... Réserve en pétrole. Oui, c'est exact. Ouais. Vous allez remarquer que le Venezuela a un pétrole qu'on qualifie de non conventionnel, c'est-à-dire c'est mélangé avec le sable bitumineux. Okay. Ce qui fait que l'Arabie Saoudite vient en premier lieu parce que le pétrole qui se trouve en Arabie Saoudite, c'est classé comme le pétrole conventionnel. C'est-à-dire que c'est de bonne qualité qu'on peut exploiter et puis ça ne va pas nous demander beaucoup d'argent pour les exploiter. Je ne sais pas si, bon, avec l'ancien gouvernement, peut-être que c'était le cas. Donc, ils ont estimé que le pétrole... Alors que je pense bien qu'il y a les études qui attestent que nous avons du bon pétrole qui peut aider même le monde entier, par exemple, et parvenir à être un pays solution dans les secteurs pétroliers. Exact, c'est ce que je venais de dire. Je pense que c'était un problème de choix politique, volonté politique, parce que exploiter le pétrole, ça demande beaucoup, beaucoup d'argent. Il ne suffit pas seulement d'exploiter, mais il faut aussi, vous commencez par l'exploration, après l'exploration. Il y a d'abord la prospection, après l'exploration. L'exploration, il y a les raffinages et il y a la distribution. Ça demande beaucoup d'étapes qu'il faut respecter. Mais alors, ces étapes-là, est-ce que le gouvernement... Même les pays qui exploitent le pétrole en Afrique, vous prenez le cas de l'Angola, je cite même le Nigeria, vous allez remarquer qu'ils sont limités. Peut-être qu'au niveau de l'exploitation seulement, mais les raffinages, ils vendent ça dans d'autres pays, pays qui sont très avancés. Qui ont des raffineries. Voilà. Donc ça demande énormément de... Mais il y avait une raffinerie, je ne sais pas, à Mwanda ou au Congo central qui existait à l'époque, qui était tombée, je ne sais pas, en panne. Mais on exige beaucoup de millions pour la réparation. C'est ce que je venais de dire toujours. Ça demande beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Même avec tout ce que nous avons comme bloc pétrolier actuellement. L'État a fait appel aux différentes entreprises qui ont beaucoup de capitaux pour exploiter. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que l'État n'a pas vraiment les liquidités pour exploiter ces blocs pétroliers.
Plusieurs fois, nous avons été secoués par la crise internationale ou sur le marché international lorsqu'il y a crise ou il y a problème de conjoncture économique internationale qui fait que ça puisse causer, toucher le secteur pétrolier et du coup, il y a rareté du produit sur le marché. La RDC en paye le prix parce que nous sommes les importateurs directs du pétrole ici au pays. Pendant que nous avons une ressource naturelle ici chez nous. Exact. Vous ne pensez pas que nous avons manqué juste de l'intelligence ou de la sagesse de le faire? Parce que le pétrole, c'est vraiment un élément stratégique dans une économie. Si nous essayons un peu de rentrer dans l'histoire, vous allez remarquer que lors de la première révolution industrielle, on n'utilisait pas le pétrole, on utilisait plus le charbon. Mais quand on est arrivé à la deuxième révolution industrielle, on a le monde entier, plutôt les économies qui étaient très avancées. Ils avaient pris l'option d'abandonner le charbon parce que le charbon, ça pollue quand même la nature, le monde, plus que le pétrole. Alors, on avait opté pour le pétrole parce que le pétrole a plusieurs dérivés. Le pétrole, ça ne suffit pas seulement on l'utilise pas seulement pour les transports. C'est dans les cosmétiques, il y a même dans la pharmacie. C'est vraiment le pétrole influence en grande partie l'économie. Donc, essayer de bypasser ce secteur, c'est vraiment, je pense que c'est un mauvais choix. C'était un mauvais choix à l'époque. Mais peut-être qu'avec l'actuel gouvernement et la crise actuelle qui se passe dans le monde avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, a essayé peut-être de nous réveiller parce que, bon, on a du pétrole mais qu'on n'exploite pas. Alors que sur le terrain, il y a le prix du carburant qui prend de l'envol. Alors, vous estimez ensemble avec les autres observateurs qui pensent que c'est la crise russo-ukrainienne qui a créé ou qui a suscité dans les têtes des autorités congolaises? Quand on essaie un peu de rentrer dans l'histoire économique, vous avez remarqué que quand il y a la crise, les États ont tendance à développer une sorte d'intelligence. Je donne par exemple le cas de pétrole ici. Ça a essayé de pousser un peu nos belligérants à jeter un œil sur nos pétroles. Et ils ont compris que si nous relançons dans le secteur pétrolier, nous pouvons quand même résoudre un problème en amont qui met en mal. Je peux vous donner l'exemple du Norvège, par exemple. Vous savez que le Norvège, sa monnaie est une sorte aussi de monnaie refuge. C'est-à-dire qu'en cas de crise, vous pouvez acheter la monnaie norvège. OK. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'ils c'est une puissance sur le plan pétrolier. OK. Ils ont le pétrole et ils vendent ça. Et puis, comme le pétrole se vend en dollars, alors en retour, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont plutôt une grande réserve en dollars chez eux. Et puis, ça les facilite l'équilibre de leur monnaie avec la monnaie étrangère. Est-ce qu'en Russie, il y a du pétrole? Oui, la Russie, ils exploitent localement chez eux? Oui. Avec l'entreprise, ils ont une entreprise nationale, Gazprom. OK. Gazprom, c'est une entreprise c'est classé même parmi les entreprises les plus riches. Hein? Les entreprises qui réalisent les chiffres d'affaires, vraiment un chiffre d'affaires record. Donc avec du pétrole, on peut réaliser beaucoup de fonds. Oui. Seulement, même, vous pouvez prendre même l'exemple de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a des fonds souverains. Il a un grand budget et puis c'est avec le pétrole que l'Arabie Saoudite aide même les autres pays. Donc les fonds souverains, c'est-à-dire ils restent même avec du reste? Non, les fonds souverains, en fait, c'est différent du budget. Okay. Quand on parle du budget, c'est en fait c'est l'ensemble des recettes et de nos dépenses qui se passent dans une période donnée. Alors que les fonds souverains, c'est une sorte, on garde l'argent. Okay. On met de côté. Et puis quand il y a une grande crise qui va venir, on essaie de puiser aux fonds souverains pour essayer de l'injecter dans l'économie et tout. Alors que la RDC n'est pas encore arrivée à ce niveau-là. Peut-être qu'avec l'exploitation du pétrole, on pourra avoir un fonds souverain. Nous allons en parler tout à l'heure. Appel d'offres des blocs pétroliers. Selon la loi sur les hydrocarbures, cette loi veut que quand on lance l'appel d'offres, les personnes morales congolaises peuvent aussi souscrire au même titre que les personnes morales étrangères.
c'est-à-dire les entreprises de droit commun et de droit congolais peuvent souscrire au même titre que les entreprises de droit des entreprises étrangères, mais qui viennent en RDC, par exemple, pour pouvoir investir. Exact. Est-ce qu'en RDC, nous avons des Congolais qui peuvent faire face à cela? Non. En tout cas, à l'heure actuelle, je ne pense pas. Il n'y a pas une entreprise congolaise qui a la capacité de soumissionner, exploiter les blocs pétroliers. Je ne pense pas. Mais s'ils le font dans un conglomérat ou soit en consortium, ils constituent une sorte d'association des investisseurs congolais qui créent une entreprise commune et tous. Ça peut être une SA. Et puis, bon, là ça va dépendre de l'appréciation de l'État congolais. Mais je pense que comme c'est un partenariat entre l'État et les entreprises qui vont soumissionner, je pense que les entreprises qui vont gagner les marchés, ça sera plus peut-être les majors et tout. Je ne pense pas que ce sera une entreprise locale qui aura la capacité d'exploiter ces blocs pétroliers. Quelle est l'opportunité que ces blocs pétroliers vont apporter? Non, mais quand on va exploiter le pétrole, en retour, ça va nous donner beaucoup d'argent. Et avec cet argent, on pourra l'État pourra financer ses dépenses. L'État pourra financer ses dépenses, on pourra construire des routes, des hôpitaux, des écoles, soutenir l'agriculture en créant des coopératives comme ça se passe au Sénégal. Il y a plusieurs moyens. L'État va construire des routes, l'État va subvenir à ses besoins, l'État peut même payer ses dettes. À l'heure actuelle, le Congo n'est pas très endetté. Mais bon, il y a quand même les dettes intérieures qui existent et tout. On parle de 2000 milliards de dollars qui sont attendus à l'issue de l'exploitation de ces blocs pétroliers. Avec 2000 milliards, donc l'État congolais, ce n'est pas 2000 milliards ou 200 000. On parle de 2000 milliards. 2000 milliards. 2000 milliards, mais on n'a pas spécifié si ça va. Les 2000 milliards sera récolté plutôt la période en fait. On n'a pas spécifié. On parle juste des 2000 milliards. Mais on va essayer de faire encore plus de recherches pour savoir. Les 2000 milliards sera retracé pendant quelle période? 2000 milliards, c'est l'argent qui sera affecté au budget de l'État ou ça va être comment? Donc le secteur pétrolier sera l'un des secteurs les plus rentables en RDC à ce moment. Et il faut souligner que dans les 2000 milliards, ça va pas rentrer directement dans nos caisses. Okay. Ça sera l'argent qui sera partagé entre l'État et les partenaires. Ah, donc ces 2000 milliards seront partagés entre l'État et le partenaire. Parce que l'exploitation, ce n'est pas seul le Congo qui va exploiter les blocs pétroliers. Oh, moi, j'imaginais que les 2000 milliards, c'est la part de la RDC, après juste le partage. C'est ce que l'exploitation va générer. Puis après, ils vont se partager cette manne. Est-ce qu'ils seront vraiment sérieux de pouvoir montrer à l'État que nous avons fait l'exploitation et que ça nous a produit des 1000 milliards, voici les 2000 milliards, comment est-ce qu'on va établir les partages? Ils seront vraiment sérieux? Est-ce que les mécanismes, l'État a mis en place des mécanismes qui pourront justement faciliter ou mettre fin à une fraude fiscale qui existerait? Actuellement au Congo, on a le président Tshisekedi a un instrument qui fait quand même le contrôle, c'est l'IGF. Je pense que l'IGF sera là pour essayer d'encadrer un peu tous ces fonds. Même si tout ce que l'IGF fait, ce n'est pas totalement parfait, mais il faut reconnaître que l'IGF fait quand même un grand travail. L'IGF fait un grand travail, 2000 milliards. Donc si nous pouvons faire une part, 2000 milliards, le RDC qui va prendre, selon ce que nous avions entendu du ministre des Hydrocarbures, qui avait tenu un point de presse, qui disait que la RDC, pour un premier temps, pourra avoir un pourcentage de 20% du montant global. Et au fur et à mesure, ça va évoluer jusqu'à arriver à 40%. Ça, c'est selon la loi sur les hydrocarbures qui les fixe ainsi. Donc, 20% des 2000 milliards, on peut estimer cela à 400 000 $ américains.
C'est quand même beaucoup. Et 400 millions. 400 millions Mm. de dollars américains que la RDC attend, ça va... 400 millions ou milliards? Milliards. 400 2000 milliards. Ça va faire 400 ça 000 va donner 400 milliards. milliards. Ok, 400 Milliards. 2000 milliards. Ça va donner 400 milliards. milliards. Ok, on tâtonne un peu sur les chiffres. 400 milliards de dollars. Nous avons un budget aujourd'hui de 11 milliards. Nous serons parmi les États qui ont le plus costaud du budget. C'est. Comme l'exemple de l'Angola. Ouais. Vous avez en Afrique, il y a l'Algérie. Mais sur les plans pétroliers, je me réfère toujours aux pays du Golfe. Hein, Okay. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent et puis l'exploitation de leur pétrole engendre vraiment beaucoup d'argent. Et ils font beaucoup de choses avec cet argent. Quel sera l'impact de cette exploitation si nous allons arriver à totaliser 400 milliards de dollars? Est-ce que la redistribution sera équitable au niveau de la population? Parce que jusqu'à aujourd'hui, même malgré qu'il y a l'augmentation des recettes, la population continue toujours à sentir les effets de la pauvreté, comme à l'ancien régime où on avait 4 milliards de dollars. Bon, là, ça serait un problème au niveau de la redistribution des richesses. Okay. Parce que créer la richesse, c'est une autre chose. Et redistribuer aussi, c'est encore un grand combat. C'est même de ces côtés-là où ça crée des problèmes. Parce que vous avez remarqué qu'il y a une création de la richesse, mais un groupe de gens qui tirent les profits de cette création, alors la majorité de la population reste dans la vivote. Comment il faut le faire? Est-ce qu'il faut augmenter les salaires des enseignants, des fonctionnaires de l'État, des militaires? Cela pourra booster? À l'heure actuelle, vu l'état de notre pays, il faut juste augmenter, parce qu'on le fait déjà, même si c'est à un niveau, bon, c'est quand même un peu, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même à féliciter. Mais il faut toujours augmenter les salaires des fonctionnaires et puis opter pour les grands travaux. Parce qu'en optant pour les grands travaux, ça va essayer un peu d'englober tout le monde. Tout le monde aura quand même des petits jobs et puis l'économie va tourner, l'argent va circuler quand même. Par exemple, l'exécution du projet du 145 territoires. Oui, c'est un très bon projet, sauf que ça prend un peu du retard, mais c'est un très bon projet. Si cet argent parvenait à être réalisé, bon, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont fixé déjà la période ou le temps? En principe, ça devait commencer au début de cette année, mais il y a le financement de ce projet. Je crois que l'État congolais doit financer, je crois, 20% seulement. 20 ou 40%. La partie restante, c'est les bailleurs de fonds. C'est au niveau des bailleurs de fonds où ça prend un peu du retard. Mais la partie congolaise a quand même, plutôt, a quand même la partie a quand même plutôt l'argent, quoi. A l'argent pour effectuer les travaux. C'est au niveau des bailleurs de fonds où ça traîne un peu. Mais est-ce qu'on ne peut pas d'abord lancer les travaux et puis attendre, donner peut-être du goût aux bailleurs de fonds de pouvoir venir? Avec le 20%, je ne sais pas s'ils vont lancer les travaux, ils vont donner comment 1 million par territoire. Les 1 million par territoire, ça va faire quoi? Les projets entiers, ça fait combien d'argent déjà? Je pense que c'est dans... Je n'ai pas vraiment les chiffres exacts, mais c'est dans les milliards. Je crois 1 milliard, 2 milliards. C'est dans les milliards. Le gouvernement congolais est interpellé par une organisation environnementale, Greenpeace, qui dénonce, qui dit que 12 blocs pétroliers se trouvent sur des zones protégées, alors que le gouvernement était bénéficiaire d'un accord au niveau de la COP 26, lequel accord accorde de l'argent à la RDC de l'ordre de 500 millions de dollars. Mais aujourd'hui, faire l'exploitation sur ces zones protégées qui menacent la biodiversité pourrait généralement faire ombrage à l'accord qui a été signé à la COP 26. Faudra-t-il protéger ou privilégier cet accord de la COP 26 ou il faut privilégier les secteurs pétroliers qui est
rentable selon les études faites par le ministère des Hydrocarbures? Bon, dans ce cas, les avis sont partagés. Premièrement, quand on fait de l'économie, il faut tenir aussi compte de l'environnement. Parce que vous, en produisant, il ne faut pas seulement songer à la génération actuelle. Il faut aussi penser à la génération future. Ouais. Alors, si réellement, ces blocs, on fait plus allusion au bloc pétrolier du cuvette central. Si réellement ça va déranger la nature et tout, ça va polluer la nature, je pense que ça ne sera pas une bonne idée. Parce que ça va toujours se retourner sur nous. C'est dans ce sens-là. Mais j'ai suivi les conseillers du ministre. Il a dit qu'ils ont effectué des études et que ça ne va pas déranger la nature. Bon, on ne sait pas si l'agence Greenpeace soit est en train d'essayer un peu de nous dissuader ou encore et c'est une agence qui est téléguidée par peut-être les autres puissances. Oui, c'est d'ailleurs la question que je me posais. Est-ce qu'il n'y a pas des dessous des cartes en dessous dans cette affaire, par exemple? Ça peut être aussi la raison. Ça peut être aussi la raison. Qui sont téléguidés par oui, ça peut être aussi la raison. Parce qu'on va devenir très riche. On va essayer de gagner encore quelques marchés. Et les autres producteurs du pétrole, ils vont se sentir un peu dérangés. Oui, par exemple, ce sont des puissances, les exportateurs ou soit les pays exportateurs du pétrole qui peuvent justement bousculer Greenpeace à sortir la tête afin de dénoncer une menace de la biodiversité, afin de montrer à l'État congolais qu'il y a une menace si seulement vous allez exploiter dans des zones protégées. Mais l'État peut toujours trouver une solution face à cette situation. On peut faire appel aux différents géologues congolais pour faire une étude. Ou encore, et aussi les Greenpeace peuvent venir avec ces géologues et puis on va les confronter. C'est pas un problème en tout cas. Là, cette question-là, c'est une question où il faut plus interroger les géologues. Ce sont les géologues qui en maîtrisent. Il faut d'abord essayer un peu de laisser un peu l'économie de côté et questionner un peu les géologues. Il n'y a pas eu peut-être une étude qui a été faite en amont avant de lancer ces appels d'offres? Le ministre a dit qu'ils avaient fait une étude. L'étude a été faite et elle a démontré que ce ne sont pas des zones protégées. On a contourné les zones protégées. Oui, c'est ce que le ministre, plutôt les conseils du ministre. Mais selon F. Bazaïba et Didier Boudimbu, les blocs pétroliers concernés par cette mise en vente sont hors zone protégée. Selon eux, ils pensent que cela ne pourra jamais apporter un danger sur l'exploitation si seulement l'exploitation serait faite sur ces zones. Est-ce que ça vaut la peine de perdre l'énergie sur cette question? Non, mais si vous avez déjà deux ministres, le ministre des Hydrocarbures et puis Maman El Bazaïb, et ce sont des autorités. Et puis c'est eux qui maîtrisent plus ce secteur. Alors quand ils nous disent que ça ne va pas déranger l'environnement et tout, on ne peut qu'accepter parce que je pense que les ministres ont des spécialistes, ils ont des techniciens, des géologues et tout. Comme je l'ai dit toujours, que c'est une question qu'il faut poser aux géologues. Un député national s'est également invité à l'affaire et lui, il vient avec un autre aspect. Selon lui, il devait y avoir une étude qui soit faite dans le sens, parce que le ministre parlait beaucoup plus sur la biodiversité, mais lui, il vient avec un autre secteur qui est aussi corollaire au secteur pétrolier. Là, c'est le secteur minier. Et donc, selon lui, est-ce qu'il n'y a-t-il pas des minéraux en dessous de ces blocs pétroliers qu'il faut protéger, ou soit on peut se convenir avec les investisseurs qui vont venir afin qu'il y ait une exploitation conjointe de ces minéraux, pourvu que ça ne profite pas seulement aux seuls investisseurs, parce qu'ils seront seuls sur le bloc pétrolier à exécuter. Donc, ce contrat-là, selon un expert que nous avions aussi contacté, qui nous disait que le contrat de partage de production voudrait dire que le souscripteur, celui qui a gagné le marché du bloc pétrolier, va s'accaparer de ces blocs, il va l'exploiter. L'État congolais n'aura que des pourcentages sur ce qui sera produit comme en termes d'argent.
Mais ils vont l'exploiter, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent pendant cette période où, contenu dans l'accord ou dans le contrat. Ah. Est-ce que ça ne pourra pas, s'il y aurait des minéraux en dessous, ça ne pourra pas profiter aux investisseurs et la RDC pour être la meilleure perdante? Premièrement, je pense que les députés peut-être se livrent à une sorte de spéculation. OK. Deuxièmement, on va toujours essayer d'interroger les géologues. Ils vont nous dire, est-ce qu'à part le pétrole, est-ce qu'il y a encore d'autres minéraux qu'on peut essayer un peu de les traiter ou de l'exploiter? C'est juste une question technique. Il faut faire appel aux techniciens. Mais le ministre n'a pas... Mais le ministre n'a pas mentionné cette histoire des minéraux, non. On parle juste des blocs pétroliers et puis des 3 blocs gaziers. Mais le ministre n'est-il pas informé qu'il y a des minéraux et il a gardé bouche bée pour en discuter avec les partenaires en coulisses, justement pour en profiter également? Non, je ne pense pas. Il va garder une information pareille. Pourquoi? Mais nous connaissons l'homme politique congolais. Il peut arriver qu'il trouve qu'il y a du putain, dit-on, il faut en profiter. Je ne pense pas. C'est-à-dire que là, on essaie un peu d'accuser les ministres d'hydrocarbures. Bon, on ne l'accuse pas, mais nous, ce sont des questions tentaculaires. Nous restons dans cette sphère-là, nous réfléchissons. On se dit, mais pourquoi ne pas aussi céder à la demande du député? Parce qu'il y a je pense qu'il y a une lettre écrite qui a été adressée à l'Assemblée nationale, laquelle lettre, ou une question écrite plutôt, une question écrite qui a été adressée, parce que ça, ce sont des moyens parlementaires pour un député qui veut en savoir plus sur une question bien déterminée. Okay. Faudra-t-il pas aussi donner un peu de la valeur à cette lettre, à cette question écrite, justement pour qu'on s'interroge s'il n'y a pas de minéraux en dessous? Moi, je pense qu'il n'y a pas de minéraux, parce que là, en suivant les ministres, parce que moi, je me suis basé sur les propos du ministre, son conseiller et tout. On parle juste des blocs pétroliers. Là, peut-être c'est une sorte de spéculation et tout. Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à nous suivre. Nous continuons dans cette émission. Si vous venez à peine de nous capter, nous sommes en train de nous intéresser sur un sujet phare, un sujet très important. C'est l'appel d'offres des blocs pétroliers qui ont été lancés par le président Félix Tshisekedi ce jeudi 28 juillet à Kinshasa, et lequel appel d'offres pourra permettre à 27 blocs pétroliers d'être exploités par le major du pétrole et du gaz. Il y a 27 zones blocs pétroliers et puis 3 blocs gaziers qui seront exploités. Et nous en parlons dans cette émission avec M. Hassan Makombo, qui est analyste économique ou économiste. Analyste économique ou analyste économiste? Je suis économiste de formation. Économiste de formation, vous analysez la situation économique. Vous comprenez quand même la pesanteur qu'il y a dans cette émission. Nous allons aborder un deuxième sujet. C'est aussi un sujet d'actualité. Okay. La semaine du 18 au 20, c'est 24 ou 25. La semaine du 18 au 24, le ministre du Commerce extérieur avait annoncé qu'on avait supprimé 14 taxes à l'import-export. Comment vous trouvez cette décision du ministre? D'abord, c'est une très bonne décision. Mais pour la petite histoire, c'était, je pense que dans un conseil des ministres où l'État avait jugé bon de prendre quelques mesures face à la crise actuelle, et plutôt la Fédération des entreprises, la FEC. La FEC avait proposé à l'État congolais une liste de 67 taxes qu'on ne trouvait pas l'opportunité en fait. Bon, parmi ces 60, on a mis de côté 14 taxes. Et je crois 20 on a essayé de revoir à la baisse. Okay. Et puis une trentaine qu'on a toujours maintenu. On a maintenu. Est-ce que cela a de l'impact sur le quotidien du Congolais? Vous le savez, en économie,
il y a plusieurs théories quand il y a la crise. Suite à cette question de diminution des taxes ou de l'impôt, il y a plutôt, comment on appelle ça? Il y a deux écoles qui discutent souvent sur ces sujets. Il y a le côté keynésien et puis le côté de Ricardo. Okay. Alors, d'après le côté keynésien, c'est David Ricardo. Oui, David Ricardo et John Maynard Keynes. John Maynard Keynes, que je qualifie un révolutionnaire en matière en économie. Alors, pour lui, il estime qu'une baisse d'impôts essaie un peu de créer un effet multiplicateur, c'est-à-dire que ça renforce l'activité économique. Lorsqu'on baisse l'impôt, il y a les producteurs qui ils vont plus embaucher, ils vont plus produire, et puis au niveau des consommateurs, ça va les faciliter à plus consommer, puisqu'il y a baisse d'impôt. Okay. Alors, cela va essayer un peu de stimuler l'économie. Alors que du côté de Ricardo, il y a une théorie qu'on appelle l'équilibre ricardien. C'est-à-dire que pour Ricardo, il n'estime pas qu'une baisse d'impôt peut stimuler l'économie. Lui, il pense que quand il y a une baisse d'impôt, les assujettis auront peut-être tendance à épargner au lieu de consommer plus. Okay. Parce que s'il y a une baisse d'impôt et puis l'État continue toujours à faire des dépenses publiques, l'individu va essayer un peu de rester comme ça pour essayer d'épargner. Alors que John Maynard Keynes pense contrairement. Mais si vous essayez un peu de faire une démarche empirique dans les différents pays ou les grandes économies, vous allez remarquer que beaucoup de pays optent pour la baisse de l'impôt. Et puis ça crée des résultats sur le terrain. Mais chez nous, nous avons quand même une réalité par rapport qui est un cas un peu différent par rapport à ce que je viens de relater comme histoire. Chez nous, c'est une très bonne idée, la suppression des impôts et des taxes et tout, les 14 surtout, c'est une très bonne idée. Mais vous allez remarquer que sur terrain, ça risque de ne pas produire de bons résultats. Parce qu'à côté, nous avons un problème des infrastructures. Okay. Par exemple, vous baissez l'impôt, oui. Vous supprimez les taxes et tout. Du côté des producteurs, ça va lui faciliter de plus produire, de plus embaucher. Mais il y a un problème, il y a une contrainte. Il sera buté face à une contrainte. Il y a un problème de l'infrastructure sur le plan énergétique. Vous produisez, mais on a un problème de courant. On a un problème de courant, on a un problème d'eau. Et ça va vraiment handicaper de ce côté-là. Merci beaucoup. Vous soutenez la réduction de l'impôt. Exactement, pour relancer l'économie. Oui. C'est une très bonne approche parce que ça va pousser les producteurs surtout dans une période post-crise. C'est ça va pousser les producteurs à produire plus et puis ils vont diminuer les prix des biens manufacturés et puis de l'autre côté, les consommateurs auront la facilité de consommer. Monsieur Hassan Makombo, économiste de formation en économie du développement, chercheur en économie et macroéconomie internationale. Merci d'être passé dans cette émission. Et merci d'avoir usé de votre patience. Je vous remercie. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bosso l'économie, c'est fini pour ce soir. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Partagez les directs, mettez-y les cœurs et on s'en va là-bas comme ça. Au revoir.